Merci à tout le monde d'être là encore une fois. Et aujourd'hui, je vais poursuivre le sujet de Saint-Pierre-et-Miquelon et je vais vous parler donc de l'archéologie de la prohibition à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, c'est un projet finalement sur lequel j'ai travaillé avec une équipe d'étudiantes au cours de la pandémie. Et je pensais à ça durant la présentation de Valentin. C'est quand même assez drôle. Il y a 2 présentations sur Saint-Pierre-et-Miquelon et aucune parle de la pêche, alors que c'est l'activité principale à Saint-Pierre. Donc, juste une petite carte. Vous avez vu des cartes dans la présentation de Valentin pour vous montrer que l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est très près de Terre-Neuve. Et comme l'atteste la photo de gauche, finalement, le commerce illégal ou la contrebande d'alcool n'a pas cessé à la fin de la prohibition en 1933 et avait commencé aussi avant la prohibition. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, finalement, je me suis rendu compte que la prohibition est un sujet assez peu abordé par les archéologues historiques. C'est quand même assez surprenant. On a plusieurs articles qui parlent de contrebande et de culture matérielle. La production, la consommation d'alcool et les contenants d'alcool sont aussi très bien connus en général. Il y a tout plein de références là-dessus. Mais quand on parle de prohibition dans les années 20, finalement, on se rend compte que c'est un sujet qui est assez peu abordé. J'ai trouvé quelques articles qui documentaient des speakeasy ou encore la production de moonshine. Mais sinon, on a, par exemple, sur les médias sociaux, parfois des découvertes. Par exemple, sur la photo ici, vous voyez une publication de Bootlegger Bungalow. C'est un couple qui a acheté une maison, qui ont commencé à la rénover. Ils se sont rendus compte que les murs étaient remplis de bouteilles datant de la prohibition. Sinon, j'ai trouvé un autre article assez intriguant qui a été écrit en 1976 et qui traite de l'impact négatif de la prohibition sur la production d'articles par les archéologues. Bon, ceci étant dit, je me suis dit que ça valait la peine d'étudier la prohibition parce que finalement, il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait d'une perspective archéologique. Évidemment, il y a plein de livres d'histoire qui existent sur la prohibition aux États-Unis et au Canada. Juste quelques dates ou une petite mise en contexte par rapport à la prohibition aux États-Unis. Il faut penser que la contrebande ne date pas de 1920. Hein. C'est une pratique qui s'est probablement développée peu après l'installation des Européens sur le continent américain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours du 19e siècle, il y a des mouvements de tempérance qui se mettent en place et qui vont ultimement mener à la création de l'Anti-Salon League, dont les membres militent pour la prohibition. Donc, c'est dans la foulée, finalement, de ce lobby que va être votée la loi Volstead le 22 décembre 1917, qui va créer le 18e amendement. Et à minuit, le 17 janvier 1920, le 18e amendement est appliqué. C'est le début de ce qu'on appelle le noble, l'expérience noble, donc la prohibition, au cours de laquelle la production, l'importation, la vente et la consommation d'alcool sont prohibées dans le territoire américain qui devient complètement sec. Quelques notes sur la prohibition au Canada. Il y a des mouvements de tempérance, il y a des lois prohibitionnistes au Canada. Par contre, ça va être différent de province en province. Notamment au Québec, il est important de mentionner que la consommation et la vente d'alcool au Québec est interdite. Toutefois, la production d'alcool est autorisée. Je vais revenir sur ce détail important plus tard.
Donc, pour ce projet de recherche-là, je me suis demandé avec mon équipe d'étudiantes pourquoi et comment une société de pêcheurs est devenue finalement le cœur ou la plaque tournante du commerce d'alcool euh, pendant la période de la prohibition. Et il est important de noter que la prohibition n'a jamais eu lieu à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, il y a un peu un paradoxe d'appeler cette recherche archéologie de la prohibition à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais tout de même, ça capture l'esprit. L'idée aussi, et là, j'espère que je vais être capable de me rendre jusque-là dans ma présentation, c'est de parler des modifications dans la société, dans l'infrastructure et dans les modes de vie qui ont été insufflés finalement par la prohibition et le commerce d'alcool pendant les années 20 à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors là, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une colonie, une ancienne colonie française dont l'économie principale, à partir du 17e siècle, reposait sur la pêche à la morue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au début du 20e siècle, rien ne va plus à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a un crash économique formidable, causé premièrement par un crash, encore une fois, des stocks de morue dès la fin du 19e siècle et aussi par la fin du French Shore, finalement, l'autorisation qu'avaient les Français de s'établir dans le petit nord de Terre-Neuve. Ça mène à un exode de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, finalement, quand la Première Guerre mondiale survient, la pêche est complètement déstructurée et finalement, il y a la place pour une nouvelle économie de s'installer dans l'archipel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les pêcheurs avaient toutes les connaissances de navigation nécessaires et de commerce aussi, parce que c'est un archipel dans lequel il y a énormément de commerce qui prend place, d'approvisionnement, etc. Donc, ces gens-là, à Saint-Pierre-et-Miquelon, quand on a commencé à leur proposer, au final, de devenir une plaque tournante du commerce d'alcool, ils ont accueilli l'occasion, mais à bras ouverts. On parle d'environ 300 000 caisses d'alcool qui transitaient par Saint-Pierre-et-Miquelon par mois, parfois dans les grandes années de la prohibition. Donc, bref, tout le monde était content. Pour étudier la prohibition, ou en fait les années de la fraude à Saint-Pierre, on a accès à des sources qui sont variées et extrêmement riches. Il y a évidemment la collection d'Anse-à-Bertrand, le site qu'on fouille depuis 2017 avec mon équipe de l'Université Mémorial, mais on va dire que les artefacts de l'Anse-à-Bertrand sont un peu une prémisse et servent à voir la modification en fait dans la culture matérielle au cours des siècles et aussi la relation à l'alcool dans l'archipel. J'avais une belle section là-dessus, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long, mais il y aura un article qui viendra rapidement, je l'espère, et dans lequel je discute de ces aspects-là. On a un fonds de photos tout à fait extraordinaire conservé au musée de l'Arche. Toutes les photos que vous avez vues jusqu'à présent proviennent de ce fonds d'archives. On a des archives aussi et des expositions de deux musées à Saint-Pierre, le musée de l'Arche et le musée Héritage, qui contiennent ou qui renferment des collections de bouteilles, comme vous pouvez le voir sur la photo du milieu. C'est une photo qui a été prise au musée Héritage. Juste quelques notes sur l'Anse-à-Bertrand, mais comme je vous dis, c'est un peu la prémisse du projet, donc je ne vais pas m'attarder sur les fouilles ou le site, mais sachez que sur les 32 000 artefacts qui ont été recueillis en fouilles, il y a 4 000 artefacts associés à la consommation et l'entreposage d'alcool qui ont été trouvés. Donc, ces artefacts sont associés à la consommation d'alcool depuis la fin du 17e siècle. OK.
Alors, maintenant, c'est le temps de vraiment entrer dans le vif du sujet, puis le début de la prohibition ou des activités de fraude qui avaient lieu ou qui, en fait, qui étaient menées à Saint-Pierre. On doit remercier ou souligner la part de Bill The Real McCoy, qui est le premier rum runner à s'être rendu à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, Bill McCoy trafiquait à partir de Nassau dans les Bahamas et à un certain moment, en 1921, je crois, il se retrouve à Halifax, qui est une ville qui n'est pas très accueillante pour les contrebandiers, mais son bateau, le Tomoka, a besoin de réparation. Et le soir, à l'hôtel, McCoy rencontre un type avec un accent français prénommé, dont le nom de famille est Folquet. Et Folquet lui dit, écoutez, Monsieur McCoy, je crois que vous devriez envoyer votre bateau à Saint-Pierre. Vous allez être bien accueilli et vous allez pouvoir faire les rénovations ou les réparations qui sont nécessaires. Et d'ailleurs, ma société, Folquet et Frères, si vous êtes intéressé, pourra vous approvisionner en spiritueux français. Alors voilà Bill McCoy à destination de Saint-Pierre. Il arrive où il est très bien accueilli. Il va faire un peu d'affaires avec les frères Folquet, on l'imagine très bien. Mais il y a un problème, en fait, à Saint-Pierre. C'est que les Américains sont surtout intéressés par le rail, le whisky et le bourbon. Et la France, dans des mesures d'après-guerre, a interdit le commerce des alcools étrangers dans les colonies. Donc, il n'y a pas moyen de se procurer du rail, du whisky et du bourbon à Saint-Pierre. Mais ça n'échaude pas les commerçants de Saint-Pierre qui vont faire des moyens de pression, un lobby, pour que le gouvernement français lève l'interdiction d'importer de l'alcool de source étrangère et ça va réussir envers et contre tous. Et le 18 avril 1922, donc il y a exactement 100 ans, il y a 2 mois, les Français ou les marchands de Saint-Pierre pourront faire importer de l'alcool de source étrangère. Et cet alcool sera taxé 40 sous par caisse, ce qui est une aubaine formidable comparativement à Nassau qui taxait les caisses à 6 $. Donc, à partir de ce moment-là, on peut bien s'imaginer que Français et Américains deviennent les meilleurs amis du monde et il y a un trafic intense, un commerce intense qui a lieu à Saint-Pierre, qui devient la plaque tournante et qui va même dépasser finalement Nassau comme lieu d'export de l'alcool vers les États-Unis. Alors, pour étudier un peu l'alcool et le réseau, finalement, qui rejoignait Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent mes recherches, vous savez que j'aime ça, les réseaux commerciaux. Donc, j'ai regardé chacune des bouteilles que j'ai retrouvées au Musée de l'Arche et au Musée Héritage. J'ai noté, en fait, les types d'alcool qui étaient conservés dans les bouteilles. Les bouteilles canadiennes sont incroyables parce qu'elles sont très bien décorées et les logos sont très évocateurs. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de whisky qui venait du Canada dans les collections, ainsi qu'un important apport de l'Écosse et de l'Angleterre. De la France aussi, mais des fois, on a l'impression, par rapport aux collections qu'on a, que c'est dans une moindre mesure, mais d'un autre côté, il est très difficile de retracer des producteurs quand on analyse les bouteilles de vin. Mais on sait que les Américains étaient friands de ces petites flasques de whisky. J'ai aussi fait le tour des photos historiques qui datent de l'époque de la Prohibition et j'ai relevé toutes les marques qui étaient visibles sur les caisses d'alcool pour tenter
de mieux comprendre l'approvisionnement. Ce que je me rends compte jusqu'à présent, bon, j'ai encore de la recherche à faire, mais il y a vraiment deux réseaux commerciaux principaux, un européen et un autre canadien, en fait, notamment associé à la vallée du Saint-Laurent, où il y a déjà des liens avant la prohibition. Donc, finalement, les réseaux de la prohibition ou du commerce d'alcool associé à la prohibition sont ancrés sur des réseaux qui représentent finalement le temps long et qui sont ancrés dans le passé. Bon. Juste quelques notes sur le commerce de l'alcool à partir du Canada. Alors là, c'est très important, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un commerce important et les chargements sont nombreux, en fait. C'est de ça qu'on se rend compte dans les archives. Donc, ce qui arrive, c'est que les distilleries canadiennes, comme je l'ai dit, c'est tout à fait légal de produire de l'alcool au Canada pendant la Prohibition. Ils installent des agents commerciaux à Saint-Pierre, par exemple le Norton Export Company, qui est une ramification de l'opération des frères Bronfman, les propriétaires de Seagram et aussi d'une équipe de baseball un peu plus tard, qui vont faire finalement le commerce à Saint-Pierre. Alors, ce qui arrive, c'est que l'alcool est acheminé à partir de Montréal vers Saint-Pierre et on doit payer une consigne au départ du chargement. Et cette consigne sera remboursée si le timbre de douane de l'endroit où on vend mentionne qu'il est légal de vendre, d'acheter et de consommer de l'alcool dans cet endroit-là. Donc, Saint-Pierre-et-Miquelon, évidemment, est propriétaire de ce petit timbre de douane très important. Et ce qui fait que l'opération de vente entre Montréal et Saint-Pierre est tout à fait légale. D'autre part, il y a un autre commerce, celui-ci de contrebande, qui se met en place parce que les Canadiens, eux, ils n'ont pas le droit de consommer leur propre alcool normalement. Et il y a un whisky un whisky blanc, finalement, le rhum, le Saint-Pierre, j'ai entendu parler de ça par des personnes un peu plus vieilles, un alcool à 99 retournait vers la vallée du Saint-Laurent, ainsi que du rhum de Demerara, qui vient de Guyane, du Guyana, de la Guyane anglaise. Alors, c'est un mécanisme qui est assez intéressant. Il est à mentionner aussi que le whisky canadien, ensuite, va être embarqué sur des embarcations rapides à destination des États-Unis. Alors, il y aurait plein de choses à dire, plein d'autres choses à dire par rapport au commerce et au réseau. Toutefois, je veux parler des modifications qui sont survenues dans l'archipel pendant la Prohibition. Donc, la prohibition est premièrement la réponse à une crise qui dure depuis 300 ans, la pénurie de bois à Saint-Pierre-et-Miquelon. Depuis le 17e, 18e siècle, on voit dans les archives des mentions comme quoi on va chercher du bois à Terre-Neuve parce qu'il n'y a pas assez de bois dans l'archipel. Et même, en fait, dans les rations qui sont données aux personnalités de l'archipel au 18e siècle, le bois de chauffage est toujours le premier élément. Donc, comme vous voyez au milieu, on va réutiliser les caisses de bois dans lesquelles sont stockées les bouteilles d'alcool qui vont être réemballées dans des sacs en jute qui vont faire moins de bruit une fois qu'ils vont être échangés sur le rum roll en mer. Et on va se servir de ces caisses-là pour faire des matériaux de construction et des bardeaux. Et comme vous pouvez le voir sur la droite, il y a une maison qui a été surnommée la villa Cutie-Stark, qui était recouverte de caisses, de bardeaux provenant de caisses de whisky. Alors ça, c'est un aspect qui est assez intéressant, une retombée de la prohibition qui est assez intéressante. Il va y avoir un changement majeur dans l'infrastructure
de Saint-Pierre. On construit énormément d'entrepôts. Un frigorifique qui avait été construit en 1920 pour entreposer le poisson ne sera jamais utilisé à cet effet pendant la Prohibition. Il va devenir un vaste entrepôt d'alcool. Et les quais, en fait, vont changer et on est assez chanceux pour avoir des photos d'avant et de pendant la Prohibition et même après. Et ça va être possible de représenter ça sur une carte GIS. Ça reste à faire. Donc, finalement, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant la Prohibition, a un rôle d'entremetteur parfaitement légal, finalement. Et le succès de la fraude est dû à la compétence des pêcheurs et qui capitalise sur un réseau de commerce autorisé et illicite qui est créé dans le temps long. Il y a des bénéfices à la société et des transformations dans l'archipel. Là, j'ai été déconcentrée par mon timer qui vient de sonner. Donc, ça veut dire qu'il faut que je finisse cette présentation. Donc, finalement, il y a beaucoup de choses à dire et j'aurais vraiment beaucoup d'autres choses à vous mentionner, mais je vais terminer en vous demandant si vous avez des questions et j'aimerais dire un grand merci à Sarah, Mallory et Megan qui m'ont aidé à travailler sur ce projet, aux gens du Musée de l'Arche qui sont des alliés formidables et les organismes qui ont financé ce projet jusqu'à maintenant. Merci beaucoup.